Je crois beaucoup à la sérendipité de la recherche, hein. En fait, finalement, dans tous les projets que j'ai menés, c'est toujours plutôt des discussions qui m'ont amené à réfléchir plutôt que des avancées scientifiques. Et contrairement à ce que je croyais, les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Et ces idées, finalement, on se rend compte que tout le monde peut les avoir, quoi. En fait, elles arrivent chez les gens qui ont envie de les accepter. Et puis après, les gens qui vont réaliser ces idées, à mon sens, c'est les gens qui ont les opportunités de les réaliser. C'est-à-dire que tous les praticiens, tous les hommes de science vont avoir à peu près les mêmes idées en même temps. Et puis par contre, ceux qui ont les opportunités de les réaliser vont les réaliser. C'est ça qui fait la différence. Dans les pas d'Archimède. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter ? Et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Dans les pas d'Archimède est une série de podcasts d'Aix-Marseille Université qui donne la parole à ces chercheuses et ces chercheurs parmi les plus éminents pour raconter l'histoire d'une découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, Vincent Vidal, radiologue, nous parle de son projet Ferembo qui défend une technique inédite pour stopper les hémorragies dans les pays émergents. Je m'appelle Vincent Vidal, je suis professeur de radiologie à la PHM et donc professeur de médecine à Aix-Marseille Université. Et donc je conduis le projet Ferembo, qui est un projet dont l'objectif est de remplacer les produits d'embolisation qu'on utilise pour obturer les artères par un produit qui est disponible partout dans le monde. Alors ce projet, on l'appelait Ferembo, ça veut dire littéralement en anglais l'embolisation équitable. Et ça permet déjà, on va le dire, de réduire la mortalité dans les pays émergents pour traiter les hémorragies. Ça a commencé il y a 5-6 ans. J'étais en voyage en Égypte, spécialement à Alexandrie, avec le professeur Jafar Golzarian, qui est un radiologue américain, mais qui est d'origine iranienne, qui a vécu en Iran jusqu'à ses 18 premières années, donc il a vraiment une connaissance du Moyen-Orient, du Proche-Orient. On était ensemble dans un congrès et on discutait de la problématique un petit peu de tout ce qui coûte cher dans les pays émergents. Et lui, il me dit, je pense qu'on pourrait peut-être faire un stent avec $50. Alors un stent, c'est quoi ? C'est une sorte de petit ressort qu'on met dans les artères, notamment les artères du cœur ou dans les artères des jambes, pour amener le sang là où il ne passe plus. Et il faut savoir que dans ces pays, un stent, ça peut coûter 800, 900, $1000, quoi. C'est vraiment, il y a un gap. Et il a mis une petite graine dans mon cerveau. Moi, les stents, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je m'intéresse beaucoup plus aux produits d'embolisation, c'est-à-dire les produits qui vont boucher les artères pour traiter les hémorragies. Mais c'était un peu ça, de se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un produit qui soit pas cher, quoi, qui soit disponible. Ça a une vraie implication, en fait, finalement, dans ces pays. Parce que y a des gens qui pourraient bénéficier de traitement et qui n'ont pas le traitement juste parce que c'est pas parce que les médecins sont pas là, mais c'est parce que le produit n'est pas disponible. Dans l'avion de retour, c'est un avion de nuit, je m'en souviens bien. Et j'étais toujours avec cette phrase-là de Jafar, et puis cette idée de se dire qu'on pouvait faire des produits pas chers. Et je me suis dit, comment on pourrait faire un produit d'embolisation qui soit pas cher, quoi. C'était devenu une sorte d'obsession de se dire on doit pouvoir trouver quelque chose. Et donc, en y réfléchissant bien, j'ai commencé à mettre notre équipe au laboratoire dessus en disant qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Spontanément, comme ça, une nuit, là, je me suis dit tiens, on pourrait utiliser du coton. Parce que du coton, il y en a partout dans le monde. Il y en a dans tous les hôpitaux, il y a du coton stérile. Ça paraissait quelque chose de facilement utilisable. Donc, comme j'ai les opportunités dans notre laboratoire à AMU de faire des tests, on a fait des tests avec du coton. Alors, ça marche très bien pour obturer les artères. Mais par contre, ça donnait des réactions inflammatoires assez importantes. Et du coup, c'est un petit peu comme si on vous laissait une compresse dans le corps, en fait, ce qu'on appelle un textilome. Donc, ça fait une inflammation, donc ça ne marchait pas. Quand on a une expérimentation qui ne marche pas au laboratoire, ce qui arrive le plus souvent, ça ne marche pas. Il ne faut pas croire que quand on essaye des choses, ça marche. Le plus souvent, ça ne marche pas. Et en fait, c'est intéressant parce que ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait.
Voilà, donc on ne peut pas le contourner, on ne peut pas dire, voilà, on sait que ça ne marche pas. Et ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend de se dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel est le problème en fait, qu'on n'avait pas adressé dès le début. Et finalement, si on l'avait adressé, on ne serait pas là. Et donc en fait, c'est pratiquement, tous ces échecs sont pratiquement, j'ai envie de dire, pas des succès, mais c'est chaque fois des avancées techniques, technologiques. Et là, c'est hyper important de mettre en place ce cerveau collectif, auquel on croit beaucoup dans notre équipe. On a une pièce qui est dédiée à ça, une sorte de think tank, avec des grands tableaux blancs, on se met ensemble et on réfléchit pendant 3 heures, on fait des tableaux, on les prend en photo, on les efface, on refait des tableaux, on les efface. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Et le plus souvent, qui trouve les solutions, ce sont les plus jeunes. Ce sont nos internes et tout, parce qu'ils ne sont pas formatés par les idées qu'on a conceptuelles et tout ça, ils arrivent avec des nouvelles idées. Donc c'est eux qui amènent les meilleures idées en général. Et par contre, eux, ils n'ont pas le background justement pour finalement amener l'idée au bout. Donc il faut qu'on soit là c'est nous qui allons faire les opportunités. Et donc ce cerveau collectif, c'est très 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 important et c'est comme ça qu'on avance. Alors c'est intéressant parce que finalement on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui pourrait marcher dans le même système. Et on s'est dit, si on fait un produit qui finalement a un coût, on aura les mêmes problèmes de distribution. Donc il faut vraiment, l'idée du coton c'était bien parce qu'on en avait dans les tiroirs. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs ? Eh ben, on a des fils de suture. Et là, on s'est dit, pourquoi ça ne marcherait pas avec des bouts de fils de suture ? Il y en a partout, c'est pas cher. Il y en a du stérile, évidemment, enfin, il est tout le temps stérile. Il y en a du résorbable, du non résorbable. Donc une fois de plus, grâce aux opportunités qu'on a, on fait des tests. Et en fait, on se rend compte que quand on met des bouts de fils de suture dans les artères, et ben en fait, ces bouts de fil de suture vont s'agréger et vont faire un bouchon. Alors pour aller un peu plus loin, évidemment, on a fait plein de tests, plein de choses, et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, dans les matériaux qu'on utilise pour boucher les artères, il y a notamment ce qu'on appelle des coils, qui sont des petites spires métalliques. Et en fait, sur ces spires métalliques, les industriels ont mis des petites fibres dessus pour que ça soit plus thrombogène, que ça entraîne que ça occlue les artères plus rapidement. Et en fait, si on regarde ces fibres, c'est du polyamide. Et le polyamide, c'est des fils de suture. Donc ça veut dire qu'en fait, on injecte déjà des bouts de fils de suture chez les patients, entre guillemets, sans le savoir, quoi. Donc là, on va enlever la partie métallique, on va injecter que les fils de suture. Alors évidemment, ça marche un petit peu moins vite, mais ça va marcher quand même, quoi. Pour utiliser des fils de suture, en fait, quand le cathéter, le bout du cathéter qui est dans le corps, il est au contact de l'artère qui saigne, on va pousser le produit qu'on dit d'embolisation. Donc normalement, on va pousser par exemple un fil en métal qui est à mémoire de forme. Et bien là, en fait, on prend le fil de suture, on le sort de son étui, on va couper des bouts d'environ 1 cm et on va les pousser avec de l'eau, enfin avec du sérum physiologique, dans le cathéter. Et quand il sort du cathéter, il va se mettre un petit peu en travers de la lumière et puis le sang va s'agréger dessus. On va en mettre 1, 2, 3, 4 et en fait, ça va faire un bouchon. On sait bien sûr que les chirurgiens utilisent des millions, des milliards même de fils de suture tout le temps. Donc c'est pas un produit qu'on va implanter dans le corps, c'est pas un truc qu'on sort du chapeau. Voilà. On sait que là autour de cette table, on a tous du fil de suture déjà dans le corps, quoi, pratiquement. Ensuite, on a des méthodes précliniques qui sont vraiment très claires pour nous, qui nous permettent de dire ça va marcher, ça marche pas, est-ce que c'est efficace ? Donc on va baser sur la sécurité et sur l'efficacité. Une fois qu'on a ça, on rentre dans un modèle de recherche clinique. Là, ça a été utilisé en première intention par des pays qui en avaient besoin. Le Sénégal, il y a beaucoup de radiologues interventionnels. Enfin, il n'y a pas beaucoup de radiologues interventionnels, mais les radiologues interventionnels qui sont là-bas ont été formés par nous. Enfin, en partie par nous, puis à Clermont-Ferrand, dans d'autres villes. Donc techniquement, ils sont très forts, très bons. Et ils ont cette problématique à l'hôpital d'avoir finalement des patients qui saignent. Et puis un défaut de matériel. Donc ils ont déposé des demandes d'autorisation pour utiliser du fil de suture, et ils ont pu l'utiliser, et c'est eux qui ont pu traiter les premiers patients, et faire également des publications internationales à propos de ça. Et au-delà de l'utilisation du produit, évidemment, ça développe tout le reste, parce que utiliser du fil de suture, ça reste un plan B. Le plan A, ça sera d'utiliser les produits conventionnels qu'on a chez nous. Bon, ils y sont pas, donc on est obligé d'utiliser le plan B, même si le plan B il fonctionne très bien. On n'est pas là pour dire qu'on amène un traitement qui marche moins bien. Le traitement marche aussi bien, mais ça reste un plan B parce que c'est un petit peu plus compliqué à utiliser et tout ça. Ça, il faut que ce soit bien clair. Hein. On n'est pas là pour faire de la médecine
à 2 vitesses. C'est de la médecine à 1 vitesse, mais avec du matériel différent. Et ce qu'on apporte aussi, c'est qu'on démontre à la communauté hospitalière, là-bas, que c'est faisable. C'est-à-dire que la radiologie interventionnelle, elle coûte pas cher, en fait. Elle est facile à implanter dans ces pays, mais il faut que ça démarre. Et très honnêtement, les radiologues interventionnels sur place, ils sont tellement motivés, ils ont tellement envie de travailler que eux, ils développent tout ça, quoi. Alors on a aussi, par exemple, une radiologue tchadienne qui est chez nous actuellement. Et elle, c'est la pionnière tchadienne qui est venue chez nous pour se former. Elle a vu beaucoup d'hémorragie de la délivrance. Alors une hémorragie de la délivrance, c'est quoi ? Malheureusement, c'est quand l'utérus saigne au moment de l'accouchement. Après l'accouchement, l'utérus doit se contracter. Puis chez certaines femmes, il ne va pas se contracter pour différentes raisons. Et puis après, quand ça saigne trop, à un moment, la seule solution qui reste, c'est d'enlever l'utérus, quoi. Et malheureusement, il y a des décès, quoi. Et donc, Amandine, cette radiologue tchadienne, elle a vraiment vu ça en vrai, quoi. Elle a vu ces femmes mourir. Ce qui est l'hémorragie de la délivrance, c'est vraiment une injustice terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on se prépare au plus bel événement qui soit. C'est la naissance d'un enfant. En fait, on se retrouve avec un ou plusieurs orphelins, un veuf, des grands-parents qui ont perdu leur enfant. Enfin, il faut 3 générations pour se remettre de ça, hein. Et donc, lutter là-dessus, ça nous paraît vraiment évident. Et elle, c'est son objectif. Notre objectif avec Ferrambault, qui est donc dans la fondation Amidex à Aix-Marseille Université, c'est vraiment à la fois de faire de la recherche, d'aider ces pays à développer, mais surtout aussi à faire de l'enseignement. Donc notre objectif, clairement, c'est de pouvoir avoir un maillage assez large, de savoir où est-ce qu'il y a des besoins en radiologie interventionnelle, de formation, c'est-à-dire pour qu'on puisse offrir des formations en France à ces radiologues. Donc là, par exemple, on a un autre radiologue tchadien qui arrive au mois de novembre, il y a une radiologue béninoise qui arrive aussi au mois de novembre, et puis après, nous, d'aller sur place, pas pour faire à leur place, pas du tout, hein, c'est pas l'objectif, c'est vraiment juste pour les accompagner, pour aider, pour essayer et puis d'augmenter le niveau d'intervention. C'est-à-dire que vous imaginez bien que, par exemple, au Cameroun, on va commencer la radiologie interventionnelle, quand on y est allé, on a fait des gestes, mais on va monter en puissance pour faire des interventions qui sont de plus en plus complexes. Et puis on espère surtout que la politique de santé de ces pays va bien se rendre compte qu'il faut mettre de l'argent sur la radiologie interventionnelle, et qu'une fois de plus, avec des investissements qui ne sont pas très importants, on va pouvoir faire des bons de géants au niveau de la santé, quoi. Alors aujourd'hui, on a peu de financement. On n'a pas de financement propre, hein. Les financements qui viennent sont des donateurs, des bienfaiteurs. Et concrètement, l'argent, il nous sert à quoi ? Il nous sert à accueillir les gens qui viennent se former, les radiologues. Globalement, un salaire faisant en fonction d'interne, c'est environ 12 000 euros pour 6 mois. Donc on peut payer des salaires, hein. Enfin des salaires, c'est une sorte d'émolument. Et puis après, quand on envoie des gens là-bas, les coûts sont pas très importants. Enfin, il faut quand même financer ça. Et puis après, il y a une partie recherche. Et puis, bien sûr, de communication, d'enseignement en ligne. Il y a aussi la simulation, c'est-à-dire qu'on s'est doté de simulateurs qu'on emmène là-bas, justement, et qu'on va laisser là-bas. Ce sont des simulateurs qui permettent de voir comment on fait les interventions et tout ça. Donc, en fait, tout ce qu'on peut apporter comme moyens financiers comme aide, sont les bienvenus, quoi. Ce qui est compliqué dans la recherche, c'est qu'on doute, quoi qu'il en soit, et on doute surtout de soi-même. Et donc, c'est ce qui nous limite le plus, quoi, parce qu'on embarque beaucoup de gens avec nous, et quand quelque chose ne marche pas, évidemment, comme on en a parlé, on voit le côté positif de l'échec, parce que ça nous amène vers autre chose. Mais c'est vrai que c'est difficile, ces moments de doute où on se dit, finalement, je suis en train d'embarquer 20 personnes avec moi, et on met de l'argent sur un projet, et puis si ça marche pas, j'en prends l'entière responsabilité. Bon, c'est notre job, hein, de prendre la responsabilité de ça, mais ne pas se faire envahir par le doute, c'est difficile, et évidemment. Donc, avoir une équipe solide autour de soi, des jeunes, hyper motivés, parce que en vieillissant, on perd un peu notre énergie. Et puis surtout, une chose qui est très importante à mon sens, c'est de partager les idées. Bon, évidemment, il faut protéger les idées, parce que si on les protège pas, ça n'a pas de sens, puis il faut de la propriété intellectuelle. Mais par contre, il faut beaucoup partager, parce que justement, quand on est dans une phase de doute,
tout seul, on est un peu mort, quoi. On va plutôt rentrer dans sa coquille. Alors que s'il y a des gens autour qui disent non, mais c'est bon, ça va marcher. Voilà. Donc le partage est essentiel. On a une chance incroyable aujourd'hui en France. Être titulaire d'un poste de professeur avec une activité clinique à l'hôpital, une activité de recherche à l'université, c'est passionnant parce que on est vraiment dans le cœur du sujet. On a une liberté d'entreprendre qui est vraiment extrêmement importante. Hein. Et voilà, j'y tiens beaucoup. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Les entretiens ont été enregistrés dans les studios de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve, j'ai réalisé cet épisode avec Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire, à le partager, à nous laisser des commentaires ou à lui donner 5 étoiles dans votre application favorite.